Bonjour et bienvenue. Alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Imaginez un peu la scène. On est le 14 janvier 2026. Et là, coup de tonnerre, le Premier ministre de Québec, François Legault, annonce sa démission. Ça fait plus de 7 ans qu'il est au pouvoir et la justification officielle, c'est pour le bien de son parti, la CAQ, et parce qu'il sent que la population, elle a envie de changement. Mais notre mission ici, ce n'est pas de commenter l'actu à chaud, non. C'est de comprendre ce que cet événement révèle de bien plus grand. On va parler de gouvernance, de stabilité, de la nature même du pouvoir. Et pour nous guider, on a une source vraiment fascinante. C'est une analyse comparative de Ferdinand Djaïrombe Waweka. Le titre, c'est « Démission de François Legault, lecture politique et leçons de gouvernance ». Ce qui est génial, c'est que l'auteur ne regarde pas que le Québec. Il met ça en parallèle avec des enjeux de gouvernance en Afrique. Ça nous force à voir les choses sous un angle totalement différent. Et il y a un détail qui est très moderne, je trouve. L'auteur précise qu'il a rédigé son analyse avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc, on a une pensée politique qui s'appuie sur les outils d'aujourd'hui. Alors, décortiquons ça. Notre point de départ, c'est cette idée un peu contre-intuitive. Un dirigeant puissant s'en va, et pourtant pas de crise. Le pays continue de tourner. Comment c'est possible? C'est exactement la question qui est au cœur du texte. L'analyse part de ce constat, qui est simple mais fondamental. Dans un système parlementaire mature comme celui du Québec, le départ d'un chef, ce n'est pas un bug. En fait, c'est une fonctionnalité. Une fonctionnalité, j'aime bien l'image. Oui, ce n'est pas le chaos, c'est un mécanisme qui est prévu. L'annonce de Legault, elle déclenche un processus bien huilé, son parti lance une course à la succession, et pendant ce temps, l'essentiel continue. L'administration publique, les services, tout fonctionne. D'accord. La stabilité, elle ne repose pas sur les épaules d'un seul homme, mais sur la solidité du cadre. C'est ça, la grande thèse de l'analyse. Oui. Le système est plus fort que l'homme. Ok, le système est robuste. Ça, c'est le comment ça tient. Mais ça ne répond pas au pourquoi. Pourquoi maintenant? En janvier 2026? Qu'est-ce qui a bien pu précipiter cette décision, selon l'auteur? Tempête parfaite, si on veut. La première, c'est un classique de la politique. C'est ce qu'il appelle la fatigue du pouvoir. Ah oui. C'est une dynamique presque inévitable. Après 2 mandats, même si le bilan est défendable, une partie de l'opinion publique a simplement envie d'un nouveau visage, d'entendre une nouvelle voix. Le fameux désir de changement qui devient une force en soi. Exactement. C'est une force politique à part entière, et ça, indépendamment des accomplissements réels du gouvernement. On connaît ça, hein, ce sentiment de « il est temps de tourner la page ». Mais j'imagine qu'il y a des facteurs un peu plus calculateurs. Absolument. Et ça nous amène directement au deuxième facteur. L'horloge électorale. L'élection qui approche. L'élection générale est prévue pour octobre 2026, donc on s'en approche à grands pas. Et à ce moment-là, un parti politique se pose une question très froide. Qui est? Notre chef actuel est-il encore un atout pour gagner ou est-il devenu un boulet? C'est un calcul quasi clinique. Et quand les sondages montrent une certaine fragilité, comme c'était le cas pour la CAQ, cette question devient brûlante. Et j'imagine que cette horloge sonne encore plus fort à cause du troisième facteur mentionné par l'auteur, qui est l'idée de la confiance, c'est ça? C'est ça, les deux sont très liés. Le troisième facteur, c'est la confiance comme monnaie politique. Le texte insiste beaucoup là-dessus. La confiance du public, c'est une ressource aussi vitale pour un gouvernement que la santé de l'économie. D'accord. Quand un pouvoir commence à être associé à un manque de transparence, à des projets qui dérapent, à une impression de désordre, même sans crise économique, la confiance s'érode. Et ce capital confiance, une fois perdu, il est extrêmement difficile à regagner. Et le chef devient le symbole de cette confiance perdue. Précisément. Donc si on résume, on a la fatigue du public, l'élection qui se rapproche et la confiance qui s'effrite. On sent bien que les taux se resserrent. Exactement. Et tout ça nous mène au quatrième et dernier facteur. Et là, ce n'est plus une pression qu'on subit, mais une action délibérée. C'est le calcul stratégique. Ah, là on passe à l'offensive. Oui, la démission n'est plus vue comme un échec, mais comme un outil. C'est un reset, une façon de remettre les compteurs à zéro pour le parti. En changeant de leader, la CAQ s'offre une chance de reprendre l'initiative, de changer le narratif dans les médias et de forcer tout le monde, les adversaires, les journalistes, les électeurs, à s'adapter à une nouvelle donne. C'est une manœuvre calculée pour
Sauver la marque, comme le dit l'analyste. C'est exactement ça. Sauver la marque avant qu'il ne soit trop tard. C'est fascinant de voir ça comme ça. La démission n'est pas une fin, c'est une tactique, un coup d'échec. Mais ce qui est vraiment puissant dans cette analyse, c'est que l'auteur ne s'arrête pas là, à la politique québécoise. Il prend ce cas d'étude et il le projette sur une toile beaucoup, beaucoup plus grande. Oui, et il pose une question qui devient universelle. Un État est-il organisé pour survivre à ses dirigeants? Et il faut être clair, son but n'est pas d'opposer le Québec et l'Afrique de façon simpliste. C'est plus subtil que ça. Non, c'est une comparaison de mécanismes. Voilà. Il utilise la transition québécoise, qui se fait sans drame, comme un miroir pour analyser les défis de la succession du pouvoir ailleurs. Il observe que dans certains contextes, les partis sont hyper personnalisés. Ils ne survivent pas à leurs fondateurs. Les institutions sont parfois verrouillées pour empêcher l'alternance. Et l'administration elle-même est politisée. Il compare la plomberie du pouvoir, en quelque sorte. C'est une bonne image. Il compare la plomberie. Et il utilise une expression très forte pour décrire ces mécanismes. Il parle de l'alternance comme d'une technologie institutionnelle. Ça sonne un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une image très bien choisie parce qu'elle enlève le côté émotif. Pensez-y comme le système d'exploitation d'un ordinateur. D'accord. Le système est conçu pour que vous puissiez changer de logiciel, donc le parti au pouvoir, sans que toute la machine ne plante. Cette technologie, ce sont les règles électorales claires, une justice indépendante, une presse libre, mais c'est surtout un climat de confiance où celui qui perd une élection ne perd pas sa sécurité, sa dignité ou sa liberté. Ce qui est la base de tout. C'est fondamental. Quand cette technologie-là est absente, quitter le pouvoir devient une menace existentielle. Et c'est là que les dirigeants s'accrochent par tous les moyens. Le Québec, dans ce cas-ci, montre une technologie qui fonctionne. L'analogie avec le système d'exploitation est parfaite, ça rend les choses très claires. On peut changer les applications sans faire planter le matériel. Et j'imagine qu'une partie importante de ces systèmes, ce sont les partis politiques eux-mêmes. C'est l'autre grande question que soulève le texte. Est-ce qu'un parti politique est une simple machine électorale construite autour d'un nom, ou est-ce que c'est une véritable école de leadership? Qui prépare la relève, qui cultive des talents. Exactement. Avec le départ de son chef fondateur François Legault, la CAQ est mise au défi. Elle doit prouver qu'elle est plus que le parti de Legault. C'est un test de maturité. Et ça nous ramène à la différence clé entre le pouvoir personnalisé, qui part avec la personne, et le pouvoir institutionnalisé, qui lui demeure. Absolument. On a donc parlé des leaders, des partis. Mais l'analyse va encore plus loin, jusque dans la salle des machines de l'État. L'auteur identifie 2 piliers qui assurent cette fameuse continuité. Et le premier est assez surprenant, la numérisation. En quoi est-ce que c'est un pilier de stabilité ? Alors c'est un pilier à double tranchant. Les grands projets numériques de l'État, que ce soit la gestion des finances, le dossier santé, l'identité citoyenne, peuvent être de formidables accélérateurs. S'il fonctionne. Oui, voilà, bien menés, ils rendent l'État plus efficace, plus transparent, plus résilient. Mais mal gérés, ils se transforment et le texte utilise l'expression en bombe politique. Ah oui, je vois. Des coûts qui explosent, des contrats opaques. Des échecs cuisants qui minent la confiance des citoyens envers la capacité même de l'État à livrer quoi que ce soit. Donc la numérisation peut soit renforcer, soit saboter la continuité de l'État. C'est un véritable couteau à double tranchant. Mais au-delà de la technologie, l'argument final de l'analyse, son point culminant, repose sur quelque chose de bien plus fondamental, de presque intemporel. Oui, et c'est peut-être le point le plus important de toute la démonstration. C'est l'administration publique. Le texte l'appelle la vraie colonne vertébrale de l'État. C'est l'ensemble des fonctionnaires, des processus, des règles qui font tourner le pays au quotidien, loin des caméras. Le travail de l'ombre, en fait. Le travail de l'ombre, absolument. C'est la personne au guichet qui renouvelle votre permis de conduire, c'est l'ingénieur qui inspecte un pont, c'est l'enseignant qui est dans sa classe. Que le Premier ministre s'appelle Legault ou X ou Y, ce travail-là doit continuer demain matin à 9h. C'est ça, la vraie stabilité. C'est ça. Et c'est là qu'on voit la différence cruciale entre les systèmes. C'est-à-dire, Quand l'administration est à la merci du pouvoir politique, quand les hauts fonctionnaires sont nommés sur une base partisane, chaque changement de gouvernement peut paralyser l'État. Les priorités changent, la continuité est brisée, mais quand l'administration est professionnelle, basée sur des règles et une éthique de service public, l'État peut respirer. Il peut absorber les chocs politiques. et c'est ce qui se passe au Québec dans ce scénario? Voilà. La démission de Legault est un événement politique majeur, mais ça reste uniquement un événement politique. La machine administrative, elle, continue de tourner. C'est la preuve ultime de la maturité d'un système.
la source réelle de la stabilité. Elle n'est pas au sommet. Elle est dans cette capacité de l'administration à continuer de servir, peu importe qui gouverne. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait distiller la leçon principale de cette analyse, ce serait quoi? Pour moi, c'est que la force d'une démocratie ne se mesure pas seulement à la facilité avec laquelle on accède au pouvoir, mais peut-être surtout à la sérénité avec laquelle on peut en sortir. Sans drame, sans crise. Non, ce n'est pas le départ de l'ego, c'est le fait que l'État, lui, ne part pas avec. L'idée centrale, et c'est un message qui résonne bien au-delà du Québec, c'est qu'un système politique est vraiment robuste quand il ne tremble pas sur ses bases au départ d'un seul homme. Le véritable enjeu, que ce soit ici ou ailleurs, c'est de construire des institutions qui sont, par définition, plus fortes et plus durables que les individus qui les dirigent, aussi charismatiques soient-ils. Tout à fait. Et l'auteur conclut son analyse en nous laissant avec une pensée fondamentale. Une question à la fois simple et incroyablement profonde. Elle nous invite à une réflexion personnelle et elle s'applique à n'importe quel pays, n'importe quelle organisation. Le texte nous laisse avec cette interrogation qui résume tout. Si votre chef part demain, votre État continue-t-il ?